regarde un constat global de l'état de la planète, de ce qu'on appelle l'anthropocène. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce terme. L'anthropocène, c'est cet état dans lequel, cette nouvelle ère, où les activités humaines sont comparables à une force géologique. Nous bouleversons l'équilibre de la planète, et chose qui n'a jamais existé auparavant, il y a eu des grands cataclysmes naturels, ce sont nos activités humaines qui bouleversent l'équilibre général de la planète, pas seulement celui des êtres humains. Alors, je passe au prochain slide. Je rappelle des choses, parce que beaucoup d'entre vous ont vu une conférence pour préparer un peu à cette journée. Vous savez que notre système repose sur les énergies fossiles. Gaz, charbon, mais principalement pétrole. Des énergies non renouvelables. Des énergies qui sont telles des esclaves énergétiques, qui travaillent pour nous et qui maintiennent notre rythme de production et de consommation. Or, ces énergies, on ne les trouve pas partout. Ça a pris des millions d'années pour qu'elles soient stockées dans certains pays. Vous voyez ici, à chaque fois, donc les points bleus représentent des pays où il y a une forte concentration en pétrole. Irak, Syrie, Libye, Iran, Venezuela. Je pense que quand vous entendez parler de ces pays, vous voyez que ce sont tous des pays qui ont soit connu des guerres, parfois 20 ans de guerre, soit des pays régulièrement sous la menace. Et je vous laisserai faire les corrélations. Beaucoup d'autres États parlent de transition énergétique et disent oui, mais maintenant on se rend compte de tout ça, nous allons passer à l'énergie verte. Regardez encore une fois, vous voyez bien que la croissance depuis ici, donc le développement des énergies vertes est largement inférieur à l'extraction du pétrole qui continue et des énergies fossiles. Ici c'est la courbe qui représente le pétrole. Ce qui veut dire que pour maintenir notre rythme de croissance, les énergies vertes ne sont pas suffisantes. Sans parler que les énergies vertes ont aussi un coût de production écologique. Les panneaux solaires, les éoliennes, beaucoup de terres rares sont employées, des métaux rares. Et il faut extraire des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre pour trouver ces substances rares que l'on trouve dans la terre. Donc on déplace la pollution en fait, tout simplement. On ne règle pas encore complètement le problème. Bien sûr, les stocks de ressources non renouvelables énergétiques étant rares, amènent une course à l'armement qui aiguise les appétits, on va dire, des grandes puissances sont aiguisés, et à un moment donné, nous voyons, et ça c'est des chiffres de cette année, le budget mondial, cette course à l'armement, les budgets militaires mondiaux s'élevaient en 2018 à 1633 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et donc une augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, si on regarde les chiffres, nous allons dans un monde du surarmement, où plusieurs pays donc, se préparent à des crises majeures et investissent massivement, avec tous les problèmes qui nous entourent, dans l'armement. L'armement étant d'ailleurs un business plus que lucratif. Vous voyez ici les 4 plus grands producteurs mondiaux, exportateurs donc en matière d'armes, et vous voyez principalement, forcément, vers des zones de conflit. Et pourtant, ce n'est pas le plus dramatique. Cet équilibre, cette paix basée sur un équilibre des terreurs, chacun ayant peur du voisin, parce que les armes, bien sûr, aussi ont progressé. Armes nucléaires, mais armes chimiques, armes bactériologiques, chacun a peur de l'autre. C'est un peu la définition de la paix à l'heure actuelle. Une peur de l'autre, un équilibre. Mais d'autres dangers, beaucoup plus éminents, sont en train, maintenant, clairement, d'apparaître devant nous. Clairement, ici, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la grande accélération. Depuis 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, période où, justement, les différents pays ne se sont dit plus jamais ça, plus jamais de guerre mondiale, mais qui a été aussi le triomphe de la croissance, nous voyons l'impact de notre mode de vie sur le système Terre qui est dramatique. Alors, je vais citer, donc, augmentation vertigineuse des gaz à effet de serre, acidification des océans, augmentation colossale, ce n'était pas ici sur le slide, de la population. Nous sommes passés en un siècle de plus ou moins 2 milliards à 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Érosion des sols, de plus en plus exploités, pollution des fleuves, dont la plupart sont considérés comme morts. On en arrive à devoir protéger juridiquement certains fleuves, considérés comme encore vivants. Et encore énormément d'autres choses, je ne peux tout citer, si vous avez ici quelques diagrammes, provoquent une crise écologique comme on n'en a jamais vu, de mémoire d'homme.
Donc c'est tout à fait nouveau. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a généré cette situation. Vous voyez ici les pays, soit en rouge, soit en orange, donc plus foncé, ce sont les pays qui ont l'empreinte écologique la plus grande, c'est-à-dire qui consomment plus de nature, plus de ressources qu'il ne faut de temps à la Terre pour les régénérer. Donc nous consommons, mais en plus nous générons une tonne de déchets que la Terre n'a absolument pas le temps de recycler et d'assimiler. Pour vous donner un exemple, donc, vous voyez par exemple les États-Unis, si la planète entière devait avoir le mode de vie américain, il faudrait 7 planètes. 7 planètes, si tout le monde commence à un moment donné à vivre comme aux États-Unis dans les grands centres urbains. Et c'est la situation vers laquelle on va. Un monde de mégalopoles, de grandes villes, où tout le monde, à un moment donné, veut consommer et veut son confort. Passons. Pour nourrir tout ce grand monde, ces 7 millions d'habitants, peut-être plus tard même 9 millions certains, d'ici 9 milliards, pardon, 7 milliards, excusez-moi. 7 milliards, bientôt 9 milliards, excusez-moi. Forcément, il faut des champs, il faut de l'agriculture. Qui dit agriculture intensive. Mais pour avoir des champs et produire de manière intensive, il faut raser les forêts. Vous avez ici un diagramme qui vous montre la perte des forêts primaires à travers le monde. Des forêts qui, justement, transforment ce CO2 en oxygène. Alors, nous sommes en train, en plus, de les remplacer par des monocultures. Donc, une exploitation intensive, par exemple, que de soja, à la place d'avoir la forêt amazonienne et toute sa biodiversité, nous allons mettre du soja, par exemple, que nous allons après exporter. Ce qui a aussi un coût écologique. Donc, perte des forêts, monoculture, et finalement, des changements dramatiques pour la biodiversité. Vous avez fait, pour mes élèves en tout cas, ou ceux que j'ai eu circuler, j'avais fait circuler par vos professeurs, un rapport tout à fait alarmant de l'IPBES, donc des experts qui se rendent compte que nous sommes sur le point de perdre peut-être 1 million d'espèces d'êtres vivants, menacées. Alors, tout le monde savait les rhinocéros, les lions, ce genre de choses, mais c'est bien plus d'espèces qui sont menacées. Vous avez peut-être entendu parler des oiseaux aussi récemment, les insectes. 70 à 80% de la population d'insectes qui est en train de disparaître. Alors, pas d'insectes, pas de pollinisation, pas également de recyclage de certaines matières organiques, de déchets organiques, mais aussi effondrement de la pyramide alimentaire. Pas de pollinisation, pas de fleurs, pas de fruits. Tout est donc interconnecté. Tant d'interdépendance, de cause à effet, qui amène beaucoup de spécialistes, les premiers c'est dans les années 70, mais ces modèles ont été réactualisés, à penser très sérieusement que notre civilisation va vers un effondrement. Certains annoncent 2030 comme étant une période critique. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais ça veut dire que les indicateurs, s'ils continuent comme ça, on va vers un effondrement. Alors, effondrement, il faut bien comprendre. Effondrement politique. Effondrement peut-être d'abord économique, puis politique. Plus de monnaie dans les distributeurs, les banques qui s'écroulent. Ça s'est déjà passé en 2008. Hein, dans d'autres pays, on a connu ça avant. Effondrement politique, les États qui ne savent plus à un moment donné assurer le bien-être de la population. On voyait un peu les révoltes, ne serait-ce qu'en France. À un moment donné, la situation est très tendue. Ce n'est que ici des avant-signes, hein. Ce n'est pas encore un réel effondrement. Mais effondrement également social. Vous voyez, Gare du Nord ici, la crise des migrants. Mais également effondrement écologique. En venant ici, je voyais écrire « Arrêtez d'écocide ». On parle d'un écocide qui finalement, vu qu'on connaît les conséquences de nos activités, c'est comme une extermination programmée quelque part du vivant. On en est là. Et certains parlent même à la fin du siècle peut-être d'un risque pour une grande partie de l'espèce humaine. Alors en image, regardez, hein, donc, ce qu'a pu produire notre civilisation, l'élevage industriel aussi, déforestation. Ça c'est une image par exemple en Équateur, saccage de la forêt amazonienne par le groupe Texaco pour donc extraire du pétrole, l'élevage des animaux, l'abattage par électrocution, étourdissement comme on dit. Et voilà où nous en sommes, au carrefour. En sachant que tous les experts parlent à l'heure actuelle de conséquences, à un moment donné, irréversibles.
Les textes internationaux parlent de soit atténuer les causes, ou soit mettre des choses en place pour s'adapter. Voilà. Désolé, mais c'était la part un peu ingrate qui me revenait aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole à notre premier intervenant, Vincent Wathelet, cofondateur du réseau Transition Wallonie-Bruxelles et de Mycelium, éco-psychologue. Et je pense que sa mission, celle qu'il habite, revient à dire qu'il faut prendre soin de la relation profonde entre l'humain et la nature, ce qu'il appelle la transition intérieure. Et je vais maintenant lui céder la parole. Merci. Merci Sébastien. Est-ce que tu peux revenir 2-3 slides en arrière? Non, regarde un peu encore ton... Voilà, reviens encore. Reste là. Reste là. Okay. Je vais vous inviter à faire... Je vais faire des petites propositions où je ne vais pas juste parler en fait. Et là, je vais vous inviter à faire quelque chose qu'on fait très souvent, qui est très important dans les formations et les ateliers que j'ai mis. C'est passer de la tête aux tripes. Ok? On va passer de la tête au ventre. Et pour ça, je vous demande maintenant, d'abord, si vous êtes OK avec ça, si vous êtes trop mal à l'aise, ne le faites pas, mais je vous demande de fermer les yeux. Vous pouvez, ça ne sert à rien de vous regarder parce que vous allez avoir les yeux fermés, c'est le but. Du coup, on va réduire un petit peu cette pression là, de tout le temps se regarder les uns les autres. Juste fermez les yeux. Allez-y, c'est pas dangereux, je ne vais pas vous endormir, je ne fais pas encore d'hypnose. Et maintenant, j'aimerais bien que vous repensiez à quelques chiffres qu'a donné Sébastien. Et juste, laissez-vous sentir, laissez-vous toucher. Ok? Chut, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de garder le silence. Maintenant, je vais redire des choses un peu plus lentement. Il y a 8 millions, pour le moment, 8 millions d'espèces vivantes sur la Terre. Sur ces 8 millions, il y en a 1 million qui sont menacés d'extinction. 1/8. Sur ce million, il y a la moitié, un demi-million, qu'on considère comme étant déjà des espèces morts-vivantes. Maintenant, je vous invite à imaginer simplement. Laissez un petit peu, baignez-vous dans votre enfance, votre imaginaire. Laissez un petit peu des images d'arbres ou d'animaux, des animaux qui vous sont chers. Des espèces, peut-être vous avez un lien particulier avec les chevaux, peut-être que vous avez un amour particulier pour les loups, pour les lions, ou bien il y a un coin de nature auquel vous pensez, dans un parc, certains arbres, des papillons, peu importe, je ne sais pas. Sur tous ces animaux, sur tous ces êtres vivants, on parle bien d'êtres vivants. On sait maintenant que les arbres, comme tous les animaux, ont une conscience, ce ne sont pas des objets. Sur tous ces êtres vivants, il y a 1/8 qui risque de mourir dans les 10-20 ans à venir. Laissez un peu percoler ça, venez voir peut-être est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là? Peut-être pas, peut-être ça vous gêne simplement. Maintenant, gardez ces yeux fermés et je vous invite à imaginer les migrants à Bruxelles-Nord. Je ne sais pas si vous êtes passé dernièrement dans le hall de la gare de Bruxelles-Nord. Laissez-vous imaginer ces migrants. Laissez-vous imaginer les parcours de ces personnes. Ceux qui sont morts en mer. Ceux qui sont ici et qui se demandent tous les jours quelle va être leur vie du lendemain. Peut-être vous avez des gens de votre famille ou proches qui ont eu ces parcours ou qui les ont pour le moment. Au-delà des chiffres, si je vous dis des millions de migrants, ça c'est des chiffres, imaginez des visages, des noms, des personnes que vous connaissez ou que vous pourriez connaître. Là-dedans, maintenant, un gros pourcentage sont des réfugiés climatiques. Encore un autre élément, imaginez maintenant, vous avez entre 15 et 17 ans, 19 peut-être, on vous parle en permanence des années à venir, des risques d'effondrement. Essayez de vous imaginer dans 10 ans, vous avez 25 ans, vous avez dans 30 ans, ça va être quoi votre vie là-dedans? C'est quoi votre vie dans ce monde-là, celui qu'on décrit? Avec plus de guerres, avec moins de ressources naturelles.
Maintenant, et je vais vous demander pour ça d'être vraiment dans le silence. Si ça ne vous touche pas, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, mais sinon vraiment respectez ceux qui vont le faire. Je vais vous inviter, quand vous le sentez, à revenir, à ouvrir les yeux, à vous tourner vers quelqu'un qui est proche de vous, devant, derrière ou à côté, et à prendre un moment pour discuter, juste à deux, pas des informations, pas des chiffres, mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous sentez quand on vous dit ça? Ok? Dans quelques minutes, je vais reprendre le micro, mais prenez un temps. Et ce que je vous invite à faire, on va le faire comme ça. Pendant un petit moment, avant que moi je dise le contraire, il y a une seule personne qui va parler. Et l'autre, puisque vous serez à deux, elle va écouter. Elle va vraiment écouter. Et puis on inversera les rôles. Donc ne répondez pas à la personne qui vous parle. Ok? Voilà, choisissez quelqu'un proche de vous et parlez du « qu'est-ce que ça me fait ?» Comme ça, je peux. Hein? Oui, oui, moi aussi, je peux. Merci. Mohamed. Ok, vous pouvez changer les rôles. Je sais que c'est un peu le bazar, c'est pas grave. Si vous avez respecté les consignes, qu'il n'y a qu'une personne qui a parlé jusque maintenant et vous êtes à deux, changez les rôles. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui seraient à l'aise avec le fait de juste dire, quand Sébastien tout à l'heure a nommé ces chiffres, quand vous les avez nommés, qu'est-ce qu'il y avait comme réaction pour vous, en vous? Juste quelques réactions comme ça. Levez votre main si quelqu'un veut prendre la parole, il y a un micro ici. Ok. Bon, alors tu te lèves, Daniela. On écoute, s'il vous plaît, on écoute. Il faut leur donner le micro, comme ça on l'entend. On n'entend pas. Donc, ici, la réflexion, c'était que 8 millions, j'arrive pas à imaginer. Ça fait quoi 8 millions? C'est quoi?
On n'arrive pas à imaginer, on a juste le sentiment que c'est beaucoup, mais ça veut dire quoi? Ok, merci. D'autres réactions? Oui. Ok, merci. Merci. Donc deux réactions. Une réaction qui est, quand on entend tout ça, si on se plonge dans le réel de ce que ça nous raconte, dans ce qui est objectivé maintenant par les experts du GIEC ou du groupe international d'études de la biodiversité, peu importe, il y a un vrai risque, c'est pas de la blague, c'est pas drôle, il y a un vrai risque que, effectivement, une grosse partie de l'humanité meure. Et donc quelqu'un ici le résume en disant, dans 50 ans, on va tous mourir. Peut-être moi je serai mort avant, je sais pas, j'en ai 37. On verra, ok. Et donc, la question du... Ça nous met en face de quoi? De l'impuissance. De toute façon, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et alors, l'autre réponse qui est, si on se mobilise suffisamment, si on va suffisamment dans la rue, et qu'on fait bouger les gens qui décident, pour le moment, les ministres, les grands décideurs des multinationales, il y a encore moyen peut-être de faire changer les choses. Okay? On entend qu'il y a deux choses là. Il y a l'impuissance, ça ne sert à rien, et il y a directement en réponse l'envie de se bouger pour reprendre les choses en main. J'y reviendrai tout à l'heure. Une autre... Attends, on va prendre quelqu'un d'autre. Une autre réaction? Ouais, c'était toi que j'avais vu. Je voulais juste savoir, parce que tout ce qu'on a entendu là, c'est triste. Mais en fait, les politiciens, ça les arrange. On trouve ça triste, qu'on attend que nous soyons incapables de faire quelque chose. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je crois que les Gilets jaunes nous ont montré cela. Que, voilà, on peut faire quelque chose. Seul, personne ne peut faire quelque chose. Pour applaudir, il faut deux mains, minimum. Il faut s'associer ensemble, parce que sinon, on est foutu. On a besoin des uns des autres. Et donc, je vais juste dire une phrase que j'aime beaucoup, que j'entends d'un homme que j'aime beaucoup aussi. Il serait temps de se rassembler sans se ressembler. Voilà. On reviendra encore sur ce côté mobilisation, c'est super important. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions qui ont été nommées? Parce que là, on est déjà en train de se passer vers l'action. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti de la tristesse? Juste lever les mains. Quand on a dit ça, quand vous êtes imaginé les migrants, les espèces qui disparaissent d'animaux, de végétaux, d'arbres, est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti de la tristesse? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti de la colère? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti du désespoir? Est-ce qu'au-delà de tout ça, il y a des gens qui ont ressenti de la culpabilité ou de la honte? En fait, je vais un peu rentrer dans le propos maintenant et puis on aura vraiment le temps de discuter tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, moi, ça fait 20 ans, ouais, on peut dire que ça fait 20 ans que je milite, même plus maintenant. J'ai commencé à 14 ans dans des groupes écologistes, dans Amnesty International, chez Oxfam, etc. Et tu peux pas, ça c'est, tu peux rester ça, juste revenir ça. Et ça continue à me faire mal. Et vraiment, ça me fait mal. Parce que ça fait maintenant quelques années que j'ai décidé, consciemment, que ça, c'était pas juste des chiffres. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence des arbres. Un petit peu. Ce livre magnifique, je vous invite à le lire ou à regarder, il y a un documentaire sur YouTube. On voit que les arbres communiquent entre eux dans une forêt. Les arbres ont une conscience. En religion, on pourrait dire qu'ils ont une âme. Ce n'est pas de la ressource forestière. Il y a une différence entre une forêt
Une forêt, c'est vivant. Les arbres se passent des informations à travers leurs racines, à travers le mycélium des champignons, les racines des champignons, qui réunissent les arbres les uns avec les autres. Et il se passe des informations de type « j'ai fait trop de sucre là parce que j'étais bien exposé au soleil, j'en ai de trop qui en veut ». Et il se les redistribue dans la forêt. Oui, c'est vrai. C'est prouvé par des biologistes, tu peux aller voir dans la vie secrète des arbres. Toutes les études le montrent. Les forêts vivent en tant que telles. On sait maintenant que les animaux, on pensait ne pas souffrir il y a un certain temps, ont et ressentent évidemment de la souffrance. C'est pour ça qu'on est en train de changer les législations sur la façon de les tuer, sur le bien-être animal aussi. Les animaux souffrent, les animaux sont animés, ils ont une âme. Ça fait maintenant un certain temps qu'on a dit, hommes blancs occidentaux, bon d'accord, les femmes, elles ont aussi une âme, hein, d'abord. Ok, les gens qui ne sont pas blancs ont quand même aussi une âme. Vous savez, au début, c'était pas gagné avec l'esclavagisme. Et maintenant, on commence à se dire, ah mais les animaux aussi ont une âme, et peut-être aussi que les végétaux ont une âme. Et tout ça maintenant est prouvé scientifiquement. Parce qu'on a eu besoin de ça, de repasser par 200 ans de science pour reprouver quelque chose que la plupart des peuples disent, que la plupart des religions disent depuis le début. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants, pensants et ressentants. Ok? Ça vous paraît logique, ça, quand je le dis comme ça? Il n'y a pas que les humains qui ressentent et qui pensent. Il faut savoir qu'il y a un des pères de la science moderne, qui s'appelle Francis Bacon. Il a créé la méthode expérimentale en science. Très important. Découper le vivant, découper la nature pour essayer de comprendre comment chacune de ces parties fonctionne. Francis Bacon était blanc, universitaire, comme moi, homme, comme moi. Et Francis Bacon, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, il faut arracher à la nature ses secrets comme on viole nos femmes. Ça, ce sont les pères de la science moderne. Il n'y a pas eu qu'eux, évidemment. Et donc, on peut voir maintenant toute l'exploration de la science moderne qui a progressivement découpé la vie en disant on doit découper tout ça, faire des cases. Il y a la biologie, c'est pas la même chose que la chimie organique n'est pas la même chose que la chimie moléculaire, et on va étudier tout ça séparément. Et c'est génial de faire ça, parce que ça nous a appris d'une façon extraordinaire. On est dans les 200 ans, les 300 ans de la connaissance. On a fait des bonds en connaissance. Mais au fur et à mesure, on s'est coupé d'autres choses, parce que ces mêmes pères de la science, qu'on appelait mécanistes, positivistes, disaient, Descartes, le père de la méthode cartésienne, donc plus ou moins à la même époque, qui font plus ou moins la même pensée, disait l'animal est une machine. L'animal n'avait pas de ressenti pour lui. Moi, quand on parle d'une forêt qui disparaît, on ne parle pas juste d'un stock de bois qui disparaît. On ne parle pas juste d'un service que la forêt me rend, m'aider à respirer. Même si ça c'est vrai. Sans la forêt, je meurs. Sans la forêt, je ne sais pas me soigner, parce que la plupart des médicaments viennent de là. Ça, c'est les services que nous rend la nature. Et c'est déjà très important d'en avoir conscience. Simplement, sans la plupart de la nature, on meurt. C'est normal, c'est comme ça. On n'est pas des humains détachés de la Terre qui marchons sur la Terre. On est dans la Terre. La Terre, elle est en dessous de nous, elle est au-dessus de nous. L'atmosphère, c'est tout autant la Terre que la Terre qui est en dessous de nous. On vit dans la Terre. On est relié à l'ensemble des êtres vivants. À partir de ça, ce sont des êtres qui meurent. Effectivement, c'est un écocide. On parle de génocide et de plus en plus on parle d'écocide. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a 40 ans... Non, tu peux encore y aller? Ok. Il y a 40 ans qu'on fait de l'information. Et j'ai demandé typiquement à Sébastien de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a donné des chiffres, il vous a informé. Ça fait plus que 40 ans. Qu'est-ce que c'est? Le Club de Rome, 1972. On se rend déjà compte que le modèle de la croissance économique nous mène tout droit vers la fin. Ça fait quoi? 50 ans maintenant, Club de Rome. Sauf que informer, ça ne sert pas, enfin, ce n'est pas du tout suffisant. Informer, ça veut dire la tête. Et souvent, quand on dit on va sensibiliser des gens aux questions environnementales ou aux questions des migrants, qu'est-ce qu'on fait? On les informe. Qu'est-ce que vous entendez dans sensibiliser? Sensible. Sensible, les sens.
notre corps ressentir, sensible les émotions, sensible le sens. Quel sens ça a tout ça? Quel sens ça a d'être humain et de vivre de cette façon-là, de détruire son habitat? C'est tout ça, sensibiliser. C'est se poser la question du sens, c'est se poser la question de qu'est-ce que je ressens, et c'est se poser la question de qu'est-ce que je capte de ces informations. Et c'est pour ça que moi je fais de l'éco-psychologie, parce qu'on sait maintenant que si je vous donne simplement des chiffres, ça ne va jamais marcher. Notre cerveau est fait comme ça, il est magnifiquement bien fait. Quand vous allez sortir de cette salle, en 1 ou 2 heures, vous allez oublier une grosse partie de ce que je vous ai dit, et vous allez continuer à vivre comme avant. C'est normal, vous ne devez pas vous sentir coupable de ça. Et j'y reviendrai. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ok? Alors souvent, quand on annonce ces chiffres, il y a 4 réactions. Moi, j'aime bien illustrer par 4 animaux. Il y a les autruches. Les autruches, ils mettent leur temps, et on est tous là-dedans, hein. C'est mettre sa tête dans le sable, regarder Game of Thrones et se dire, bon, ben, j'y penserai dans une semaine, ok? J'ai pas envie d'entendre. C'est trop douloureux, en fait, d'entendre. Je sais pas quoi en faire. Donc, je vais juste pas regarder. Ok? Les autruches, il y en a pour le moment qui sont extraordinaires, qui vont jusqu'à penser qu'on va s'en sortir grâce au fait de coloniser Mars ou d'améliorer l'humain. Tout le mouvement transhumaniste, par exemple. Alors il y a les ânes battés, ils sont proches des autruches. Les ânes battés, c'est ceux qui disent oui, mais on doit juste continuer dans la même direction, mais en faisant des petites améliorations. Par exemple, on va continuer à consommer autant au quotidien, mais on va faire des petites améliorations quand même, on va mieux recycler. Mais non, ça ne marche pas. C'est pas ça que ça nous dit, les rapports. Ce que ça nous dit, c'est que la croissance économique, ça ne fonctionne pas. Le modèle de production, d'extraction de la terre, de production d'objets, de consommer ces objets dans une croissance permanente et infinie est voué à sa perte. Ça n'est pas tenable. Simplement parce que la Terre, elle a des limites. On n'a pas en permanence, le pétrole ne se renouvelle pas comme ça. Ok? Alors, moi, je connais surtout 2 réactions dans les mouvements citoyens dans lesquels je travaille, donc tous ces mouvements de gens qui se bougent pour que tout ça change. C'est un des modèles les plus habituels, c'est le chien fou. Alors, le chien fou, c'est celui qui se dit d'un coup, là j'ai compris, il faut que je fasse quelque chose. Et il va faire, et il va s'agiter dans tous les sens. Il va courir après sa queue, il va passer d'un truc à l'autre, et le chien fou, souvent on le retrouve, après quelques mois, il est épuisé. C'est un peu, on pourrait dire aussi le poulet sans tête, ok? Il court dans tous les sens, il s'agite beaucoup. On ne sait pas s'il agit ou s'il s'agite, on est un peu entre les deux. Et puis il y a l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Alors ça, moi je l'ai été pendant des années. J'arrive quelque part et je crie autour de moi, mais regardez les gars, écoutez ce qu'on vous raconte. On va tous crever. Sauf qu'autour de moi, il y a des gens délicats, ils ont des émotions, c'est peut-être pas du tout dans leur représentation à ce moment-là, et j'aurais fait beaucoup de dégâts, mais j'aurais pas passé beaucoup d'infos. Ok? Moi, ce que je vous propose, c'est progressivement d'aller vers 2 autres animaux. Il y en a un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le colibri. Vous connaissez le colibri ? Vous avez entendu parler de l'histoire du colibri? Donc en quelques mots, la légende du colibri, c'est il y a le feu dans la forêt, hein, notre planète brûle, quoi. Et puis il y a plein d'animaux qui se barrent, et il y a un colibri qui lui va chercher de l'eau, et il arrose le feu, avec son petit bec. Puis à un moment, il y a un éléphant, je crois, je ne sais plus dans l'histoire, qui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ma part. Okay, le colibri, il décide que, même si c'est quelques gouttes d'eau, il agit, il fait sa part. Et il l'a fait avec constance et endurance. C'est déjà une belle histoire. Pour moi, il lui manque encore quelque chose. Il lui manque quelque chose de la transformation. Pour le moment, on entend parler beaucoup de points de bascule de l'humanité, changement de cap, effondrement. Tout ça, c'est des grands mots qui racontent tous la même chose. On est à un moment très particulier de l'histoire humaine où on peut changer et décider soit d'aller globalement vers l'extinction de notre espèce et de beaucoup d'autres, soit de changer notre façon d'être au monde, changer notre façon d'être des humains, passer de chenille à papillon. Ça, c'est la métamorphose. Est-ce qu'on va réussir à passer d'une société malade, patho-adolescente, immature, au point de se dire on n'a pas de limites, on ne regarde pas les limites, il n'y en a pas, ou est-ce qu'on va réussir à mûrir, à passer des caps? Sauf qu'un papillon seul, ça ne sert pas à grand-chose. Vous savez, le papillon, c'est l'effet papillon.
L'effet papillon, c'est le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer un ouragan au Texas. Ça a été développé par un scientifique qui s'appelle Lorenz, qui voulait juste dire on ne peut pas tout prédire. Même en météorologie, c'est pas possible, parce qu'il y a un petit quelque chose qui peut faire tout changer dans les modèles. Est-ce que ça, c'est les gilets jaunes? Est-ce que ça, c'est Act for Climate? Est-ce que ça, c'est les mouvements de transition? Moi, c'est ce que j'espère. C'est les effets papillons. Okay. Alors, Sébastien me dit qu'il reste 2 minutes. Donc, ça, j'en ai parlé. C'est juste la question du... Pour passer de l'information aux mains, pour passer du savoir au faire, il faut passer par le cœur. Si vous agissez tout de suite, sans sentir où vous en êtes, vers où vous avez envie d'aller, je peux vous garantir que ce que vous risquez le plus vite, c'est l'épuisement. Mais ça, on y reviendra sans doute dans le débat. Ok ? J'en ai déjà un peu parlé, tu peux passer, de toute façon on va passer la plupart. Et donc de plus en plus, nous dans ces mouvements, quand on parle de transition intérieure, ça veut dire que dans la transition, le passage d'un état à un autre, la transition, le passage d'une société destructrice de la Terre à une société qui protège le vivant sous toutes ses formes, humain et non humain, il y a sans doute à réunir 2 énergies principales. Celle du militant, celui qui va descendre dans la rue, faire de la désobéissance civile, occuper le Parlement pour faire voter la loi climat, et celle du méditant, celui qui va s'arrêter, qui va prier, qui va réfléchir sur lui-même, qui va méditer et qui va sentir profondément c'est quoi ma place moi en tant qu'humain là-dedans, avec qui je suis. Parce que les projets qu'on crée, tous les projets qu'on crée, ils dépendent de la vision du monde qu'on a. Votre façon d'être à l'école, elle dépend de comment on a défini l'éducation. Il y a toujours une vision du monde, il y a toujours quelque chose de sous-jacent. Et c'est aussi important de travailler sur ces croyances-là et sur cette conscience que de se mettre en mouvement. Tu peux passer, je vais bientôt aller au bout. Ok, donc ça c'est juste pour... ça on y reviendra, tu peux passer. Ok. Là-dedans, tantôt je vous donnerai des noms de... ressources, de manifs ou de groupes dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Simplement, moi, il y a quelques ressources que je voulais nommer. C'est le fait de pouvoir se relier. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous connaissez en fait des groupes qui agissent par rapport à ces questions? Biodiversité, injustice, Amnesty International, tout à fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous connaissez comme assos, comme groupe? Vous en avez à l'école ou... UNICEF, oui. Devenir membre actif d'UNICEF, c'est plus compliqué. Amnesty, souvent, il y en a. Ecosia, c'est un moteur de recherche. Donc mais c'est super. Oxfam, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous avez des potes qui font des actions particulières? Oui, tout à fait. Les jeunes pour le climat, Youth for Climate, Act for Climate. Donc il y a maintenant beaucoup de mobilisation pour demander aussi la justice climatique. Il y a encore d'autres noms, il y a Extinction Rebellion. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils font des magnifiques actions de désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est quoi? C'est le fait de descendre en rue et d'une façon non violente de marquer son désaccord. Ok? Et là-dedans, ça c'est génial, ce sont tous les mouvements qui agissent. Moi, ce que je vous invite aussi à prendre de temps en temps, comme temps, c'est de se dire, et moi, comment est-ce que je soigne mon écologie intérieure? Je travaille pour l'écologie extérieure, je travaille pour la paix, tout ça est extrêmement lié aux thématiques du jour, on y reviendra dans le débat. Je travaille pour la paix, comment est-ce que je travaille en même temps pour mon écologie intérieure, comment moi je vais, pour mon écologie relationnelle, comment vont les gens autour de moi, comment je vais, c'est quoi travailler ensemble, comment est-ce qu'on crée de la coopération dans nos groupes, c'est quoi ces nouvelles façons d'être ensemble et de faire ensemble que sont l'intelligence collective par exemple. Et avec ça, comment est-ce que je me tourne aussi vers l'écologie extérieure? Il n'y a pas de choix en fait là-dedans. On ne choisit pas de militer ou de méditer. On ne choisit pas de faire un projet comme un fou ou de le faire avec conscience. C'est des « et » qui vont partout. Il n'y a pas de « ou ». Il n'y a rien, il n'y a pas de « ou » à mettre là-dedans. Il n'y a pas de « ou » entre l'écologie et la justice sociale. Entre la plateforme des migrants et Act for Climate. C'est la même chose. C'est une question de conscience. Ok ? Merci Vincent. Alors avant d'écouter le second intervenant, donc Régis Close, lors d'une lecture d'un rapport, déclaration en fait de l'ONU
sur les principes éthiques mis en relation avec le développement climatique, je suis tombé sur que les processus de décision, donc politiques, doivent être fondés sur la science. Puis on trouve un peu une définition. Alors on dit les décisions devraient se fonder et s'aligner sur les meilleures connaissances disponibles en sciences naturelles et sociales, y compris les sciences interdisciplinaires et transdisciplinaires, c'est-à-dire toutes les sciences qui collaboreraient ensemble. Tout en tenant compte, c'est ça ici qui m'intéresse, selon qu'il y a lieu, des savoirs locaux, traditionnels et autochtones. Alors, monde traditionnel, ici on vit tous dans un paysage urbain, mais moi ça évoque forcément en tant que prof de religion aux grandes traditions spirituelles de l'humanité. Alors je vais vous poser simplement une question et j'aimerais bien juste que certaines personnes peut-être lèvent leurs mains et le micro va circuler, donc je ne sais pas où il se trouve. Ici. Ok, ok, donc je vais laisser Fausia s'en charger. Qui ici pense que la spiritualité, quelle qu'elle soit, pourrait être une ressource pour, à un moment donné, affronter, coopérer, plutôt, donc dans cette transition écologique? Qui pense que la spiritualité pourrait ici être une ressource? Et si vous pensez que oui, pourquoi? Et si vous pensez que non, pourquoi? Je vous laisse réfléchir un peu, éventuellement vite, si vous voulez en discuter les uns avec les autres, sans faire trop de bruit, écoutez. Mais je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, ici, qui a un avis sur la question? Qui pense que la spiritualité, la religion de manière simple si vous voulez, que les religions, la spiritualité peut être une ressource, quelque chose qui peut nous être utile pour affronter un peu tous ces défis urgents et imminents? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vais encore reposer la question d'une autre manière. Okay. Bon, certains vont nous dire la science. Étudier à un moment donné des sciences naturelles, connaître mieux la nature, cela va nous permettre de changer les choses. D'autres vont nous dire, par exemple, en observant la nature, on voit que les êtres vivants collaborent, communiquent entre eux. Cela peut nous apprendre à revenir à un respect de nous-mêmes, de nos semblables, et communiquer et collaborer. Ok, la science est une ressource utile pour justement trouver des pistes de solutions. Maintenant, je vous pose la question, ok, pour la science, j'entends, mais la spiritualité et les religions, qui sont des savoirs traditionnels aussi, très anciens, est-ce que ça peut être utile aussi? Est-ce que ça peut être des connaissances utiles pour changer notre mode de vie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Vous êtes libre, hein, tout à fait, d'avoir votre avis. Alors, une réaction ici? Moi, je pense que la spiritualité peut être une forme de discipline. Donc, il y a différentes religions. Et chaque religion est une forme de discipline différente à sa façon. Et du coup, on pourrait, de par la spiritualité, nous discipliner nous-mêmes. Et cette fois-ci, envers la nature, je lance le premier truc. C'est très bien, c'est très très bien. Donc première réaction, la religion, une spiritualité sous une forme religieuse, peut nous discipliner, c'est-à-dire remettre un cadre à un moment donné, nous apprendre à nous maîtriser, y compris dans nos relations à la nature. Y a-t-il encore d'autres réactions? Ou d'autres avis, tout simplement? Moi, je reviendrai à la définition de religion. La religion, quand même, c'est le lien en fait dans les personnes, donc les gens qui ont la même pensée, la même croyance, en tout cas, sont reliés. Alors parfois, c'est relié, ça peut être relié dans une même cause, parfois pas forcément. Il y a un courant de pensée qui n'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, les gens qui sont religieux, en tout cas, ils sont reliés ensemble. Et le fait qu'il y ait une solidarité quelque part, on permet aux gens d'échanger les idées. Donc on parlait des solidarités, là on est aussi dans un contexte de solidarité entre les gens. On revient au sens originel de la religion, c'est le lien en fait. Donc il y a aussi cet aspect discipline qu'on a mentionné, mais aussi cet aspect solidarité qui est important en fait finalement lorsqu'on est ensemble dans la paroisse, lorsqu'on est ensemble, que ce soit à la mosquée, à la synagogue, ou dans l'église, ou dans n'importe quel temple qui soit, on est reliés ensemble et on peut discuter, on peut se mettre en communauté. C'était ça, c'était la question. Merci.
Une autre réaction, j'ai vu par ici que... N'hésitez pas, dites simplement, ça fait juste avancer un peu le débat. Donc certaines personnes ici voulaient s'exprimer, je pense. Non? Donc ici, religion, l'étymologie, donc se relier, soit horizontalement, soit verticalement, en lien avec Dieu. Une autre réaction ici? Oui? Vous pouvez dire que non aussi, hein? J'espère que mon intervention fera naître d'autres interventions. Ici, quand on parle de religion, ce qui arrive le plus souvent à mon esprit, c'est une conscientisation. Être conscient de soi-même et de ce qui nous entoure. Et qui dit religion, la plupart du temps, on parle aussi de création. Les religions sont des religions créationnistes. Et à partir du moment où on parle de créationnisme, on parle de conscientisation de nous dans un environnement. Peut-être que ça, effectivement, pourrait aider chacun d'entre nous, mais d'un point de vue plus personnel, chacun pour soi, se conscientiser de notre place dans ce monde et de ce que nous devons faire pour ce monde. Merci. Donc, conscientisation. On prend encore 2 interventions et puis je céderai la parole à notre intervenant. Oui? Compléter, moi je dirais que c'est vraiment intéressant par rapport à ce que vous disiez juste avant. Je pense que la foi se trouve vraiment, en tout cas les religions, dans cette limite entre l'action et la méditation, où elle est tout le temps en train de regarder le réel, elle prend distance, elle réfléchit et puis elle revient avec une action. Et tout le temps vraiment dans le sortir de soi-même, donc je pense que ça a vraiment du sens. Mais voilà, de voir comment les différentes religions peuvent y travailler, ça c'est une grande question. Mais, Merci. Et encore une dernière ici, réaction. Non? Yasmine, elle veut parler. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main ici? Yasmine. Donc, je sais pas, levez votre main, ceux qui veulent parler. Yasmine, elle veut, mais... Yasmine, tu veux? Allez, une dernière. Ne soyez pas timide, hein, osez, hein. Personne ne vous jugera. Alors, on écoute, oui? Ah, ok, plus près le micro aussi, hein, s'il te plaît, Noélie. Donc, c'est face à ce contexte de crise généralisée, de risque d'effondrement, un monde qui va mal, est-ce que seulement la science, ou alors éventuellement même les traditions spirituelles, les religions, donc ici, prenons pour faire simple, peuvent être des ressources, des choses utiles qui peuvent nous aider à affronter ces crises? Alors on a eu l'idée ici qui a été dit de créer du lien, l'idée de conscientiser, l'idée de passer toujours d'un stade d'action à un recul et une méditation pour revenir vers l'action. Et maintenant je t'écoute, Noélie. On soit oui, parce qu'en fait, je trouve que la science et même, on va dire, la religion se relient et se complètent même. Parce que sans la science, il n'y aurait pas eu sans la religion, il n'y aurait pas eu, on va dire, la science. Parce que complète, ça va ensemble. Et en fait, c'est comme si, en fait, tout s'expliquait. Les phénomènes qu'on voit, la science peut l'expliquer, mais aussi, par exemple, la Bible, c'est aussi écrit. Et en fait, je ne dis pas que c'est inévitable ce qu'on est en train de vivre, mais vu que c'est écrit, ça va juste nous apprendre à comment faire face, comment vivre. Comment faire face, parce que par exemple, on sait ce qu'il y a à l'Apocalypse, c'est le fondement. Alors, ce qu'on peut faire, on ne peut pas l'éviter, mais on peut, on va dire, réfléchir à comment améliorer les choses, faire ensemble. Et comment dire, si tout le monde, on va dire, suivait ce qui était vraiment écrit, par exemple, dans la Bible, parce que je suis chrétienne, dans la Bible, alors là, franchement, il y aura un monde meilleur. Mais là, il faut vraiment décider de le suivre. Et tout le monde n'est pas de cet avis. D'où là est le problème de la religion. Parce que le but n'est pas d'avoir une religion, mais plutôt de suivre un même Dieu. Un seul Dieu. Parce que la religion, c'est ce qui divise, alors qu'on a tous un même Dieu. Donc si on suivait tous ce même Dieu, les mêmes commandements, on verrait tous dans un monde meilleur. Et non une religion. Amen. Merci Noélie. On a encore une dernière réaction ici. Ici. Yasmine. Voilà, je prends une dernière réaction.
Un élève, une élève avait levé son doigt. On écoute. Merci. C'est important que vous puissiez vous exprimer, mais aussi que vous puissiez vous écouter. Merci. On est nombreux, hein. Bonjour. Alors, Yasmine. Bonjour, Yasmine. Moi, je pense que la religion aide beaucoup parce que on peut dire que la religion, c'est comme un code, enfin un code de conduite. Par exemple, pendant les guerres, dans l'islam, on va dire on doit respecter la nature, ne pas faire certaines choses. Donc, c'est un code. On a besoin de la religion pour aider l'environnement. Merci. Alors, je vais tout de suite céder la parole à... Vous avez matière à réflexion ici à nos deux intervenants. Je laisserai eux peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Donc, on va commencer par Régis Close. Alors, Régis, ici, donc, à mon extrême droite, est coordinateur d'un centre chrétien pour les relations avec l'islam, El Kalima, donc spécialisé donc, dans le dialogue interreligieux. Mais il est également éducateur en santé naturelle et traditionnelle, c'est-à-dire naturopathe, et apiculteur. Il élève des abeilles. Autant dire qu'il est plus qu'actif dans la transition, à plusieurs niveaux. Et je vais donc lui céder la parole pour ne pas prendre sur son temps et lui laisser développer un peu, donc à travers différents mots-clés. On avait dit donc paix, prospérité, inclusion sociale, espérance et vivre ensemble. À travers ces mots, il va essayer de tisser des liens et de développer sa pensée, voilà, tout en faisant référence aux sources chrétiennes qui le nourrissent. Je te cède la parole, Régis. Alors pour commencer, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les hommes descendaient sous terre pour extraire le charbon, donc il y avait le charbonnage. Et vous avez peut-être vu dans vos cours d'histoire la catastrophe de Marcinelle en 1956. Donc c'est le temps de vos arrière-grands-parents, de mes grands-parents. Donc c'est un drame, c'est un incendie qui a eu lieu dans des mines près de Charleroi qui a coûté la vie à 262 immigrés italiens. Donc ça nous rappelle que l'immigration elle a changé de visage mais pas de nom, d'une part, et que déjà à cette époque-là, on épuisait les ressources de la terre en exploitant les hommes. Et donc ce n'est pas sans nous rappeler comment est-ce qu'on construit nos GSM aujourd'hui en exploitant les mines de minerais précieux en Afrique par exemple. Mais si je vous parle des mines, c'est aussi pour vous parler des oiseaux, et plus particulièrement des canaris. Vous allez me dire quel lien est-ce qu'il y a entre les deux? Eh bien c'est simple, les mineurs ils avaient l'habitude de prendre avec eux dans les mines un canari. Et pourquoi est-ce qu'ils prenaient cet oiseau avec eux dans les mines? C'est parce que cet oiseau était très sensible aux émanations de monoxyde de carbone, donc le gaz CO, qui est en fait un gaz inodore, incolore, insipide et mortel. Et donc cet oiseau-là était super sensible, et dès qu'il y avait des gaz toxiques indétectables à l'époque par le manque de moyens, eh bien il mourait ou il s'évanouissait, ce qui prévenait les hommes qui pouvaient fuir à temps pour éviter à leur tour d'être intoxiqués. Alors, moi quand j'étais petit, chez ma grand-mère, il y avait aussi des canaris, et j'en garde une certaine nostalgie parce que j'aimais bien le chant de ces oiseaux. Mais aujourd'hui, il y a fort à parier que la plupart des canaris ne survivraient pas dans nos maisons, en raison des formaldéhydes et des autres composés organiques volatiles, cancérigènes, toxiques, qu'on retrouve dans la plupart de nos meubles, surtout les meubles en aggloméré dont je ne citerai pas de nom, mais aussi dans les détergents, les cosmétiques, les déodorants, les colles, les peintures, les matériaux de construction, et j'en passe. Sans compter, sans doute le plus important, les ondes électromagnétiques à haute fréquence. Celles-ci sont de véritables catastrophes pour les canaris de la modernité. Qu'est-ce que j'entends par là? Les canaris de la modernité, ce sont les personnes hypersensibles qui se comportent comme les canaris des mines. C'est une pathologie qu'on commence à peine à reconnaître aujourd'hui, mais qui touche de plus en plus de gens. Donc on considère qu'il y a à peu près une personne sur 1000 de plus de 60 ans qui est touchée par ce phénomène d'hypersensibilité, une personne sur 100 de 40 ans, et chez les moins de 12 ans, ce serait une personne sur 5. Donc c'est énorme, c'est 20% de la population de nos enfants. Et donc, ces personnes, tout comme les canaris des mines, ils ne peuvent pas rester à proximité des sources de pollution, qu'elles soient électromagnétiques, géobiologiques, chimiques ou alimentaires, sans se sentir mal, voire très très mal. Et donc, elles n'ont d'autre choix que de chercher des endroits non pollués où vivre, ce qui devient, vous en conviendrez, très difficile à trouver, et qui demande souvent de quitter son boulot, ses relations sociales, ses liens familiaux. Voilà, c'était pour faire la petite introduction un peu catastrophique aussi. Et donc je m'appelle Régis et je suis naturopathe. Et qu'est-ce que la naturopathie? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas toujours très bien connu. C'est en fait une médecine douce ou holistique. Holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'intégralité de la personne. Et donc c'est un ensemble de techniques naturelles qui permettent à l'organisme de retrouver
et de maintenir la santé grâce à ses capacités d'auto-guérison, c'est-à-dire grâce à son énergie vitale. Et le naturopathe considère que l'état naturel de tout être vivant, et donc de l'homme, c'est d'être en bonne santé, alors qu'aujourd'hui la norme, c'est plutôt d'être en mauvaise santé. Et ceci parce qu'on ne respecte plus la vie, et en premier lieu sa vitalité propre. Notre alimentation, notre hygiène de vie et notre mode de pensée, les trois piliers de la naturopathie, sont biocidiques au lieu d'être biogéniques. Biocidiques, c'est-à-dire qu'elles tuent la vie, qu'elles consomment notre vitalité. Donc la manière dont on s'alimente, dont on déploie notre hygiène de vie et notre mode de pensée, consomme notre vitalité au lieu de nous apporter de la vitalité, c'est-à-dire au lieu d'être biogénique. Et d'autre part, on remarque que la médecine classique arrive un peu à une impasse, puisque rien qu'aux États-Unis, la première cause de mortalité, ce sont les maladies iatrogènes, c'est-à-dire les maladies qui sont dues aux effets secondaires de médicaments. Alors, à côté, notre organisme, il est constamment sursollicité par notre mode de vie, et donc il est constamment dans des mécanismes qui ne nous permettent pas, et c'est mon premier mot-clé, qui ne nous permettent pas de connaître la paix. Et alors, quel est l'inverse de la paix? C'est une petite question que je vous envoie, mais j'y réponds tout de suite. On considère souvent que l'inverse de la paix, c'est la guerre. Mais l'inverse de la paix, c'est pas la guerre, c'est la peur. Et donc la paix, c'est avant tout un état de sérénité intérieure. Et donc c'est avant tout quelque chose qui se cherche à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi cultiver un mode de vie qui soit vitalisant et ressourçant à travers une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et un mode de pensée positif nous aide à acquérir cette sérénité intérieure, nous aide à cheminer vers la paix. Donc c'est grâce à ces trois piliers que vous pouvez trouver la paix en vous et la transmettre à votre entourage et à votre environnement. Alors je vous offre quelques pistes. Je vous invite dans cette société d'ultra-rapidité et d'ultra-consumérisme de cultiver la lenteur. Donc de vous connecter à vous-même pour cultiver la paix et non pas être sans arrêt dans la fuite vers l'avant, de courir sans cesse après nous-mêmes. Et donc, je vous donne quelques exemples. C'est par exemple prendre le temps de marcher au lieu de toujours à tout prix vouloir se déplacer le plus rapidement possible. Prendre le temps de cultiver un petit jardin sur son appui de fenêtre ou ailleurs pour se connecter au cycle naturel. Prendre le temps de méditer, de prier à la place de regarder la télévision par exemple. Et ce sont tous ces petits conseils qui vont vous amener de la paix, mais aussi un gain d'argent et un gain de temps et une paix intérieure. Donc ça nous introduit au deuxième mot-clé qui est la prospérité. Mais donc dans nos sociétés, on a un espace vital qui diminue en même temps que notre rapport au temps s'accélère. Et donc je vous invite à être des pèlerins en marche vers vous-même, à réapprendre à habiter l'espace et le temps. Oula, 10 minutes. D'accord. Donc la naturopathie, c'est une de mes passions. J'ai une deuxième passion ou un deuxième métier. Et je parle de passion, je le mets au même titre que métier, parce qu'il y a une formule que j'aime bien, qui est de Confucius, qui dit « Choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie ». Donc j'en viens alors à ce deuxième aspect de l'apiculture. C'est que l'abeille, elle a une facette de métier. Elle a tous les métiers qui sont dans la ruche. L'abeille va les connaître et les développer les uns après les autres. Elle naît en étant nettoyeuse, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer la ruche dès sa naissance, et ensuite elle va être nourrice, elle va nourrir les jeunes alvéoles qui sont autour d'elle. Dans un troisième temps, elle devient bâtisseuse, donc elle va construire les rayons de la ruche qui vont permettre de stocker le miel et les futures abeilles. Et ensuite, les abeilles peuvent être encore magasinières, c'est-à-dire stocker la nourriture, ou être guerrières, c'est-à-dire défendre la ruche. Et c'est seulement une fois qu'elles sont passées par tous ces métiers, qu'elles arrivent à un dernier métier, qui est un peu leur passage vers la lumière, ce sont qu'elles deviennent butineuses, donc elles vont butiner les fleurs. Mais elles ne le font qu'une fois qu'elles sont passées par tous les autres stades, par tous les autres métiers. Et en fonction du contexte, l'abeille est tout à fait en mesure de reprendre un ancien rôle, un autre métier. Et donc elle peut ainsi se rendre utile à l'ensemble de la colonie. Donc on peut parler ici, troisième mot-clé, d'inclusion sociale. Et alors il faut bien avoir en tête que l'abeille n'est pas un individu à part entière. L'individu, c'est la colonie tout entière. C'est la ruche qui est l'individu, et les abeilles sont, on pourrait dire, les différents organes du corps qu'est la ruche.
Et donc ici, je vous invite par exemple à vous considérer vous-même comme n'étant pas un individu, mais comme étant une part de l'organisme humanité. Vous êtes un ensemble de l'humanité, et peut-être plus largement de la Terre tout entière.